Pour les personnes qui sont au fond de la salle, n'hésitez pas à descendre et à nous rejoindre devant, vous serez bien mieux en étant assis. Il y aura un dialogue d'ailleurs avec la salle en fin de présentation du 3e retour d'expérience. Et puis aussi, je voulais vous rappeler que demain, à partir de demain matin, vous pourrez visionner, revoir la totalité de la journée en visioconférence, puisque nous sommes enregistrés, que ce sera en ligne dès demain. J'appelle tout de suite Philippe Mandek, qui va nous présenter un projet de reconversion de lycée hôtelier en médiathèque et maison des réfugiés. Donc on n'imagine rien qu'en disant le propos, l'ampleur du projet. On est ravis de vous voir avec nous aujourd'hui et vous avez, comme tout le monde, une vingtaine de minutes pour nous présenter ce retour d'expérience. Bonjour et merci pour votre accueil. Oui, on va parler d'une réhabilitation. Dans la présentation précédente, on l'a déjà dit, l'enjeu de demain, c'est de réhabiliter le monde déjà là. Je vais le dire avec d'autres chiffres. On ne construit chaque année que 1% de l'équivalent du bâti existant. Dans ce 1%, à votre avis, quelle est la part éco-responsable, réelle, la part qui peut permettre de réduire les 40% d'émissions de gaz à effet de serre dues à la construction et au bâtiment? Je dirais peut-être 1%, et je suis peut-être même optimiste. Et c'est donc pas avec ce 0,1% qu'on va réduire l'impact de nos métiers dans le dérèglement climatique. La réalité, on le sait bien, et je n'étais pas là quand Philippe Pelletier était présent ce matin, mais il le dit avec précision. Les 50 dernières années, on a reconstruit. Les 50 années qui viennent, on va réhabiliter. Et donc voici un exemple d'une réhabilitation d'un projet à Paris, parce que ce que vous voyez là, c'est Paris. Paris, ça n'est pas que l'Haussmannien, c'est aussi le 20e arrondissement, par exemple, le 19e arrondissement ici, et la place des Fêtes. Alors pourquoi réhabilitation frugale? Parce qu'il y a maintenant 3 ans, avec un ingénieur, Alain Bornarel, et une architecte, Dominique Gauzin-Muller, nous avons lancé le manifeste de la frugalité heureuse et créative pour l'architecture et l'aménagement des territoires urbains et ruraux. Après 3 ans, nous sommes plus de 13 000, 4 700 architectes, 1 800 ingénieurs, etc., présents sur tout le territoire français, y compris à l'étranger, et nous partageons nos expériences, nous nous engageons à la fois dans le partage et dans l'usage, évidemment, de moins de matière, de moins de techniques, de moins de sol, etc., pour faire en sorte que la protection de la planète soit réelle et non pas seulement des vœux, y compris que des vœux techniques. Il est question, évidemment, dans la réhabilitation, de retrouver de l'estime pour le monde déjà là. Et c'est sans doute ça le premier travail qui est à faire, retrouver de l'estime dans le monde déjà là et ne pas se satisfaire d'une simple réhabilitation qui serait technique. Donc voilà, aujourd'hui où nous sommes présents dans le monde entier, évidemment, la Turquie n'est pas présente, mais il y a un groupe qui vient de se créer en Turquie, à Taïwan, au Cambodge, au Vietnam, en Belgique, en Italie, au Maroc, en Algérie, etc. La frugalité est un concept qui est un peu plus positif que la sobriété et propose un avenir, à mon avis, un peu plus clair que le post-carbone, qui ne parle pas d'avenir, qui ne parle que de ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que l'on fait avec une posture frugale. Eh bien, on s'attache à faire ce que le Club de Rome avait annoncé dès 1997, c'est-à-dire 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Ce que pour ma part, je traduis, et c'est le titre de mon prochain livre qui sort le 20 octobre, « Mieux avec moins ». Et donc pour ce faire, on a notamment, dans des engagements qui ont été présentés avant les élections municipales, privilégié la réhabilitation de l'existant avant d'engager toute construction neuve, ce qui se réduit par « faut-il construire ?» Question à se poser avant tout projet. Donc voilà, ici on se trouve face au lycée hôtelier Jean Carré, donc qui sont ces deux éléments en béton industrialisés, construits dans les années 70, désaffectés de son usage hôtelier, de lycée hôtelier, pour accueillir la première maison des réfugiés de Paris et la médiathèque du 19e arrondissement, qui était attendue par cet arrondissement depuis très longtemps. Alors qu'est-ce que l'on fait quand on est face à ça ?
eh bien, on essaie de comprendre déjà comment les liens peuvent se faire entre la place des fêtes, qui est un haut lieu de la vie sociale et démocratique et publique du 19e, comment les liens peuvent s'étirer et comment un travail de sol peut redonner de la porosité à cet endroit-là, peut redonner même de l'usage et de l'usage partagé, avec des jardins familiaux, avec de la permaculture, avec des jardins et des terrasses qui redonnent du sens à cet endroit. Et alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez, on parle tous du réemploi, et d'une certaine façon, le réemploi est devenu, ne se discute plus. Le réemploi, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas juste déconstruire sélectivement pour réemployer des matériaux. Le réemploi, c'est l'utilisation d'abord du bâtiment existant. Donc voilà, ces bâtiments-là, construits, industrialisés, très bien construits, en béton, on n'allait pas les jeter. Je vous conseille de lire vous tapez ADEME Presse 20 décembre 2019 et vous avez un magnifique travail qui a été présenté par l'ADEME sur la différence entre la démolition, reconstruction et la réhabilitation. Vous verrez, le résultat est probant. La réhabilitation consomme moins d'énergie, pollue beaucoup moins, coûte moins cher, etc., etc. À peu près l'inverse du discours habituel que portait notamment Lanru. Non, réhabiliter ne coûte pas plus cher. Tout ça est un mensonge. L'ADEME, et Dieu sait si l'ADEME est un organisme sérieux, l'ADEME l'a très bien montré. Donc je vous rappelle, presse 20 décembre 2019 de l'ADEME. Donc voilà, quand on a cette structure, qu'est-ce qu'on fait ? On la regarde et on se met à l'aimer. Elle est là. D'accord, elle est en béton et nous, on ne coule pas de béton, mais elle est là et elle est incroyablement rationnelle. Donc on va rechercher sa rationalité. On va retrouver même son béton incroyablement bien coulé. Quand on a enlevé toutes les peintures, on retrouve une texture, qui est une qualité de douceur de peau. Et bien sûr, on va maintenir le béton présent parce que les matières sont intéressantes. Et on déconstruit tout sélectivement. Et on met finalement, on réemploie dans ce projet une partie de ce qui est déconstruit. Et on le met aussi sur le marché du tri, enfin de la récupération. Et je dois vous dire que ça ne prend pas beaucoup de temps avant d'être récupéré. Ce que l'on garde sur le site, on ne va pas l'évacuer. Parce que bien sûr, il y a des choses que l'on déconstruit. Ce que l'on déconstruit, notamment des dalles pour faire des doubles hauteurs ou des escaliers, on les maintient sur le site et le paysage, qui est fait par Mutabilis, accueille pour faire des traitements de sol certaines dalles, où on peut aussi concasser à la fois des vitres et des allèges pour faire du sol. Et les rares arbres que l'on abat, on les maintient aussi sur le sol en mulch et en barrière. Donc d'une certaine manière, le bâtiment devient sa propre matière, et on le sait bien. On le sait depuis si longtemps que la ville elle-même est une carrière de tellement de ressources. On le fait pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'on revient à la rationalité de ce bâtiment ? Pour faire en sorte qu'il soit adapté à notre contexte d'aujourd'hui. Les bâtiments de ces années-là étaient étanches, et l'air n'y circulait pas, tout passait par la machine, la lumière n'arrivait pas dans le centre. Et donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a simplement ouvert ce bâtiment, on a enlevé les escaliers qui étaient au milieu, de telle manière que tout ça ait une approche qu'on appelle bioclimatique, c'est-à-dire que l'air, que la lumière, que la chaleur entrent dans ce bâtiment sans qu'on ait à faire des efforts techniques. Vous savez, la technique, ça tombe un peu en panne, donc on essaie de réduire finalement la part de la technique sur nos bâtiments. Donc ici, on est en ventilation naturelle, isolé par l'extérieur, et je reviendrai par la suite sur ça. La lumière arrive, la ventilation passe, et il y a une qualité de vie intérieure dans ce bâtiment qui est liée à cette présence finalement de ce que la nature nous offre et qui est gratuit, les éléments, l'air, la lumière, la chaleur. Parce que pour arriver à des logements qui ne consomment pas d'énergie, 2 heures d'ensoleillement au 21 décembre, c'est la base. Ce n'est pas la technique qu'on rajoute. C'est la bonne orientation et la bonne solarisation. Donc voilà, le bâtiment se retrouve avec cet ensemble de fonctions qui s'y superposent. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc une fois qu'on a réouvert la structure, on peut faire venir la lumière, apporter des espaces qui sont ceux nécessaires pour la vie de la médiathèque. Et si on aime Louis Kahn et qu'on se souvient de sa bibliothèque d'Exeter, on peut aussi faire en sorte que dans chaque fenêtre, il y ait un endroit où l'on peut travailler, avec juste une petite fenêtre qu'on ouvre à la hauteur du corps, qui est penchée là pour que l'air arrive finalement en pleine lecture. On est protégé par les BSO à l'extérieur et l'air arrive et donne de la qualité. Et ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça finalement.
les 2 bâtiments réhabilités, isolés par l'extérieur, avec un isolant biosourcé enduit pour maintenir la minéralité des bâtiments existants. Et ce que l'on ajoute, qui est le lien entre les deux, qu'on appelle d'ailleurs le lien, est entièrement fait à partir de matériaux bio et géosourcés. À la fois le bois et la terre crue, et je vais arriver à ça petit à petit. Donc voilà finalement l'expression de cette architecture qui respecte ce qui est déjà là. Je ne l'aurais pas fait moi-même, je n'aurais pas dessiné cette architecture, je ne l'aurais pas construit comme ça, mais celle-ci, quand elle se trouve finalement dans son époque et qu'on la respecte, elle gagne une dignité à laquelle nous sommes très attachés. Voici le lien qui est fait à structure bois, enfin entièrement en bois, y compris cette mantille. La filière francilienne du bois a la gentillesse de nous offrir du chêne et du chêne pédonculé. Ce n'est pas tous les jours qu'on construit en chêne, mais là on réussit à le faire parce que la filière est parfaite pour ça. Et il y a au cœur de ce bâtiment alors, un mur en terre coulée. Ça n'est pas un mur qui sert structurellement. On ne voulait pas être confronté à cet atexte aujourd'hui. Toutes les recherches en cours aujourd'hui sur la terre coulée montrent bien que ce qu'on va couler dans les banches de demain, ce ne sera plus le béton armé de ciment Portland. Et qu'on va bien mettre autre chose que ce foutu béton armé de ciment Portland. La terre coulée en fait partie. Il y a tellement d'études aujourd'hui qui se font. Ce travail-là, on le fait avec Amaco, avec Nicolas Missner, un architecte, et avec le BE-Terre. Et on est arrivé à ces éléments-là qui vont être industrialisés avec la terre du Grand Paris, qui est un très bon argile, sans liant, aucun liant d'autre qu'un peu de paille rompue. Et s'il est nécessaire de mettre une armature, vous voyez, on peut toujours faire confiance aux ganivelles. Et donc voilà, la présentation est, la messe est dite, on avance. Philippe Madec, comme vous avez un peu d'avance, est-ce que une ou deux questions directement pour Philippe Madec, comme ça on va les prendre tout de suite. Madame, au milieu. J'ai fait vite parce que j'aime les questions, vous savez. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Lola Marlou et je suis architecte en Allemagne, mais je suis en télétravail à partir de Nantes. Je voulais savoir d'où venait la terre exactement, si vous aviez une carrière ou c'était de la terre de récupération. Enfin, voilà. En fait, il y a aujourd'hui à Paris un énorme chantier qui est un chantier de réalisation de ce qu'on appelle le Grand 8, qui est un RER qui fait un Grand 8 sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et la terre qui est excavée à cette occasion-là est stockée, elle est gardée. Et elle est triée. Et l'argile qui vient de cette excavation, aujourd'hui, est une argile de très belle qualité. Et donc, on utilise cette terre-là, parce que nous, on n'excave pas, vous avez bien compris. Voilà. Oui, c'est ça, mais si c'est une filière d'avenir, ça veut dire que la terre qui va être utilisée pour les futures constructions doit être aussi... doit venir d'un endroit où on ne fait pas une carrière pour récupérer la terre, mais il faut qu'elle soit... sur place, et voilà, je ne sais pas d'où elle vient justement, c'est ça la question. C'est la terre qui vient des chantiers du Grand Paris, qui est stockée à Maison-Alfort, me semble-t-il, enfin je ne sais plus, ou à Ivry. Et il y a une usine qui va fabriquer des blocs de terre comprimée qui vient d'être créée pour développer la BTC en Île-de-France. Enfin, il y a toute une histoire autour de la terre qui est en train de trouver sa place en Île-de-France. Et les terres qui sont, qui sont souillées sur des sites industriels, etc., elles sont... est-ce qu'il faut d'abord les dépolluer avant de les réutiliser? Les terres polluées ne sont pas stockées pour être utilisées. Hein. Ouais, donc voilà, c'est parce que l'on sait quelles sont les terres polluées et celles qui ne le sont pas. Il y a une question au premier rang, si vous voulez bien, madame. Bonjour Marika. Et si vous voulez bien vous présenter. Marika Frenette, la prochaine intervenante après Hélène, mais ça va faire le lien avec ma conférence. Et donc, je me posais la question s'il avait été mis en option le fait de démolir le bâtiment. Est-ce que ça avait été mis à un moment donné au tout début, ou peut-être que tu es arrivé après, parce que c'est magnifique ce qui a été fait. Est-ce que ça avait été mis sur la table le fait de déconstruire, démolir ce bâtiment et d'en faire un neuf? En fait, c'était une consultation de trois équipes d'architectes. On pouvait faire ce qu'on voulait. Il y a parmi ces équipes d'architectes, il y en a une qui est très connue pour son engagement dans le réemploi,
et elle avait beaucoup déconstruit pour réemployer. C'est aussi pour ça que je rappelle que le premier réemploi, c'est le bâtiment. Et donc c'était une programmation très ouverte. Alors la programmation, elle n'était pas finalisée. Pour la médiathèque, c'était très clair. Le 19e arrondissement attendait cette médiathèque depuis longtemps. Pour la maison des réfugiés, les choses étaient plus compliquées puisque finalement, on ne savait pas exactement comment allait fonctionner la maison des réfugiés. Et dans mon équipe, il y a CPO, les mètres carrés heureux, qui sont des programmistes et qui ont fait le travail une fois que nous avons été retenus avec le maître d'ouvrage, qui est la ville de Paris, pour trouver finalement ceux qui vont s'occuper de faire vivre cette maison des réfugiés. Et donc c'est Emmaüs qui fera vivre la maison des réfugiés. Et c'est un petit message aussi aux maîtres d'ouvrage qui peuvent être là. C'est bien d'avoir des programmations très détaillées quand on sait exactement ce qu'on veut, mais par moment, faire des programmations ouvertes, ça permet d'avoir des propositions comme les vôtres. Oui, et de faire en sorte que finalement le projet apporte lui-même son aide à la programmation, puisque la réalité ici, c'est un bâtiment qui existe, qui dit des choses, et il faut savoir entendre ce que le bâtiment dit comme chose, et faire en sorte que le programme naisse de tout ça, et on est ravis qu'Emmaüs soit rentré dans l'histoire. Et puis une dernière question, je crois reconnaître, sous le masque. Bonjour, Viviane Jaloudi, agence d'architecture CRR. J'avais 2 questions. Donc une première sur les matériaux. Vous avez parlé donc la terre qui vient du Grand Paris, le bois chêne. Donc est-ce que le bois c'est des essences locales? Et puis même dans le projet en lui-même, ce que vous utilisez comme nouveaux matériaux dans le bâtiment, est-ce qu'il y a un travail sur le circuit court, sur le local? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est un petit laïus sur les équipements techniques. Donc, vous avez parlé de la ventilation naturelle, mais est-ce que c'est le seul moyen de ventiler les bâtiments ou si vous avez mixé ça avec d'autres moyens? Et puis, les solutions chauffage et eau chaude sanitaire. Voilà, merci. Ça fait une série de questions quand même. Oui, allez, je vais être rapide. On commence par le circuit court. Circuit court, tous nos matériaux viennent d'Île-de-France. Y compris les chênes. Ben oui, la filière Île-de-France, la filière bois d'Île-de-France, les chênes, nous on a choisi les chênes pédonculés, ce sont ceux qu'on a dans la forêt francilienne. Donc c'est toujours ça. Quand on arrive quelque part, on va toujours chercher la ressource locale, que ce soit la ressource humaine, les savoir-faire ou la ressource physique. Et donc voilà pour ça. En ce qui concerne l'énergie, les systèmes, oui, ventilation naturelle. Et après chauffage, vous savez, à Paris, il y a le CPCU, quoi, qui est quand même un réseau de chaleur disponible pour tous. Donc on a le CPCU et on compense avec une production, enfin on compense. On ajoute pour les consommations électriques, on a en toiture terrasse du bâtiment principal de la médiathèque, on a une production photovoltaïque. La ventilation naturelle, c'est partout. Il n'y a pas de VMC, il n'y a pas de mécanique. Je pense qu'à un certain endroit, pour certains sanitaires, on a dû mettre un peu de tirage, simplement parce qu'on est contre le sol. Mais vous savez, tous nos bâtiments publics, nous, sont en ventilation naturelle depuis assez longtemps. Si vous voulez bien applaudir Philippe Madec. Et notamment avec Tribu, et Tribu est dans la salle, Oui, qui est mon partenaire de tout temps. On les a entendus tout à l'heure. Merci beaucoup.